En Bosnie, 3 enfants à nouveau victimes des bombardements au secteur croate. Cette fois, le patron des casques bleus, général belge Bricmont, quitte demain son commandement à Sarajevo avec pas mal d'états d'âme. Interview exclusive dans ce journal. Invité de l'heure de vérité sur France 2, Martine Aubry critique très vivement Édouard Balladur, accusé de ne travailler que pour son électorat dans la perspective des présidentielles. Dans cette édition également, l'hommage des gens de théâtre à Jean-Louis Barrault et la mort en Californie à l'âge de 70 ans de l'acteur américain Telly Savalas, le célébrissime Kojak. Et en fin de journal, nous retrouverons notre invité en direct de sa loge du Théâtre Hébertot à Paris, Christophe Malavoie, le principal interprète de La Ville dont le prince est un enfant de Monterland. Madame, Monsieur, bonsoir. La SNCF manie la carotte et le bâton. Hausse des tarifs de 1,2% en moyenne à partir d'aujourd'hui, mais dans le même temps, baisse de certains tarifs grandes lignes, promotions en tout genre, facilité d'accès au train et un nouveau billet simplifié. Enfin, simplifié sans doute dans l'esprit de certains polytechniciens qui dirigent la SNCF. Reportage Elisabeth Esley, Jacques Gérard. Le précédent avait vu le jour il y a tout juste un an. Voici le nouveau billet. Il est le fruit de 4 mois de concertation avec 19 organisations d'usagers. La SNCF en est fière, elle l'estime plus simple, plus lisible, moins encombrant, malgré les difficultés. C'est extrêmement compliqué de sortir un billet capable de porter une réponse à une demande de transport qui peut présenter des aspects énormément différents. La variété des demandes qui nous est faite dépasse des centaines de millions de cas de figure possibles. La partie supérieure du billet est très claire. Il est vrai qu'on aurait du mal à rendre compliquées des informations aussi simples que la date et le lieu du départ ou le numéro de la voiture. En revanche, le bas du billet, qui concerne les tarifs, reste bien confus. Les usagers ont réclamé le détail du prix total. Hélas, réduction, réservation, supplément sont peu compréhensibles. Je comprends un peu la réserve de la SNCF parce que si elle va trop loin dans la voie de la transparence, eh bien son usagers comprendront qu'il paye en fait beaucoup plus que le prix de base du billet. Il paye un tas de suppléments de réservations diverses et variées qui font en fait que ça se traduit par une hausse importante des tarifs SNCF, mais des hausses qui sont pratiquement clandestines encore à l'heure actuelle. La SNCF doute elle-même de la clarté de son nouveau billet puisqu'elle propose un guide mode d'emploi pour aider à le déchiffrer. Beaucoup de lectures, pour avoir le temps de l'assimiler, mieux vaut choisir une destination lointaine. Au lendemain de la disparition de Jean-Louis Barrault, la grande famille du théâtre, mais aussi de nombreux admirateurs anonymes, ont tenu à rendre hommage aux compagnons de Madeleine Renaud. Reportage Antoine Cormery. Une rose blanche, toute simple, déposée en bas de chez lui. Jean-Louis Barrault repose ici. Toute la journée, ceux dont il avait été le maître ou l'ami se sont succédés pour lui marquer leur estime. On n'oublie pas Jean-Louis Barrault, c'était un astre de notre profession et qui a fait tant de choses, et comme metteur en scène, et comme acteur, et comme producteur, directeur de théâtre. Enfin, il occupait une place, même dans les dernières années où il travaillait moins, il était toujours présent dans nos cœurs en tout cas, et il le sera toujours. Très vite, on va se rendre compte que l'on vient de perdre un des plus grands hommes de théâtre de notre époque. Il a été mon maître pendant plus de 20 ans. C'est tout. C'est un homme époustouflant. Époustouflant. Ne se laissant jamais abattre, se relevant toujours d'un coup. Ouais. C'est un exemple. Je pense surtout à Madeleine Renaud, qui a 10 ans de plus que lui, et ils étaient soudés. Il n'y avait pas Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, il y avait Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. Ils étaient si complices, tous les deux, si pleins de tendresse, ils se tenaient par la main, ils ne se quittaient jamais. Et c'est surtout à Madeleine Renaud que je pense. Mais il y eut aussi, toute la journée, le flot des admirateurs anonymes pour un dernier hommage. Jean-Louis Barrault, c'est pour moi toute ma jeunesse. Et il nous a fait vivre des heures merveilleuses. C'est un souvenir très très fort. Dans son autre maison, au théâtre du Rond-Point, certains sont venus coucher sur le papier quelques mots d'amour. À l'étage, son bureau est resté figé. Au mur, un dessin à l'encre, légendé ainsi. Mon beau frère de chien, mon Rudy, quand il avait 10 mois.
ce cœur entouré de poils, comme disait Colette, signé Jean-Louis Barrault. À Paris, un étudiant marocain a été tué hier soir à coups de couteau à la station de métro Porte de Pantin. Samedi dernier, un jeune homme avait été tué dans les mêmes conditions à la station Porte de Versailles cette fois. Pour l'instant, les enquêteurs se refusent à établir un lien entre ces deux affaires. La direction de la RATP a tout de même demandé une augmentation des effectifs de police. Reportage Isabelle Stess, Jean-François Chevet. Il est un peu plus de 19 h hier, station de métro Porte de Pantin. Sur le quai, une rame s'arrête. Parmi la foule, un adolescent, un Marocain de 15 ans descend. Deux hommes l'abordent, lui demandent des cigarettes, de l'argent. Le garçon refuse, se dirige vers la sortie, les deux hommes le suivent, insistent, et c'est là, au niveau des caisses, qu'une dispute éclate. L'adolescent s'effondre, frappé de plusieurs coups de couteau. C'est là qu'il meurt quelques instants après l'arrivée des secours. Les deux agresseurs ont pris la fuite, l'un serait de race noire, l'autre d'origine maghrébine. Un meurtre qui rappelle celui de Pascal Boudinot, la semaine dernière. Pascal, 32 ans, agressé lui aussi par deux hommes à la station Porte de Versailles, tué lui aussi à coups de couteau en présence d'autres voyageurs qui n'ont pas témoigné. Y a-t-il un lien entre les deux affaires? Les enquêteurs ne l'excluent pas. Mais cette fois-ci, les témoins ont raconté ce qu'ils ont vu aux hommes de la brigade criminelle. Des témoignages qui permettront peut-être d'identifier les meurtriers. Deux grandes énigmes judiciaires reviennent sur le devant de la scène, avec tout d'abord un rebondissement dans l'affaire Turquin, disparu à Nice en mars 91 à l'âge de 8 ans et présumé mort. Charles-Édouard Turquin aurait été aperçu en Israël cet été. Un nouvel élément qui a entraîné le report du procès prévu en mars du père du petit garçon inculpé d'assassinat sur la base d'un aveu qu'il réfute. Les faits avec Sandra Schmitt. Nous sommes en février 92. Incarcéré pendant 9 mois, Jean-Louis Turquin retrouve la liberté après une grève de la faim et une caution de 400 000 francs. Le vétérinaire niçois est inculpé pour l'assassinat de son fils, Charles-Édouard, 8 ans, disparu sans laisser de traces. Sa femme a enregistré son aveu à son insu. Aujourd'hui, l'accusation demeure et Jean-Louis Turquin, qui continue de nier les faits, reste sous contrôle judiciaire. Une période pendant laquelle il va recourir au service d'un détective privé. La filature de la mère de Charles-Édouard l'emmènera jusqu'en Israël en août dernier. Un mois plus tard, Jean-Louis Turquin et son détective recueillent des témoignages capitaux dans un kibboutz au sud de Tel Aviv. Deux personnes ont vu Michel Turquin avec un garçon d'une dizaine d'années et une institutrice se souviendrait d'un petit Charles-Édouard resté dans sa classe quelques semaines. Des éléments transmis au président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Toute mesure qui permet d'aider la justice, en réalité l'avocat est un auxiliaire de la justice, afin de tenter de retrouver la trace de cet enfant, doit être essayée et doit être approuvée. Le président de la cour d'assises a donc ordonné un complément d'information et une commission rogatoire va permettre aux policiers israéliens d'interroger ces nouveaux témoins. Un sursis de quelques mois pour Jean-Louis Turquin. Son procès ne pourra pas avoir lieu avant le mois de mai. Toujours à Nice, c'est une formidable bataille d'experts autour d'une faute d'orthographe qui va dominer à partir de demain le procès d'Omar Radad, ce jardinier marocain de 31 ans accusé du meurtre d'une riche héritière, Guylaine Marchal. Rappel des faits avec Dominique Verdeillan. 24 juin 91, une villa sur les hauteurs de Mougins. La propriété a pour nom La Chamade, inspirée d'un livre de Françoise Sagan. Mais ici s'arrête le romanesque pour laisser place au polar. Dans la cave est retrouvée Madame Marchal, veuve, héritière des lampes à la tête de chat. Elle est morte exsangue. Son agonie aurait duré entre 15 et 30 minutes. Sur les murs, une inscription « Omar m'a tué, OR ». Omar, c'est le nom du jardinier marocain. On l'arrête sans résistance de sa part. Il nie. La voisine de la victime, qui faisait également appel au jardinier, prend la défense de ce dernier. C'était un grand travailleur et un garçon honnête, gentil, doux et surtout travailleur qui vivait pour sa petite famille et voilà. Reconstitution, audition, expertise n'apportent aucun élément probant. L'inscription posthume reste le seul élément consistant de l'accusation. Pour le juge, le mobile serait l'argent. La faute d'orthographe n'est pas un problème. L'accusé, en revanche, n'a pas d'alibi. Côté défense, on se fixera qu'un seul objectif. Démontrer que Mme Marchal a écrit la phrase accusatrice en présence de son assassin, ce qui exclut la possibilité qu'Omar soit le coupable. Avril 93, le père d'Omar attend un non-lieu, ce seront les assises. Janvier 94, divorce du côté de la défense, incompatibilité d'humeur. Maître Vergès reste seul avocat pour une défense de rupture.
Côté partie civile, en revanche, on affiche la prudence. On a dit dans ce dossier beaucoup de choses fausses, beaucoup de choses erronées. La presse a fantasmé. Là, il va y avoir un débat public et contradictoire. Dans ce débat, la victime fait entendre sa parole. C'est ça que je vais faire. Omar Haddad a 10 jours pour faire oublier son nom d'une inscription écrite en lettres de sang. En Bosnie, les enfants encore et toujours victimes de la guerre. 3 jeunes garçons ont été tués aujourd'hui par un obus alors qu'ils jouaient dans un parc dans le secteur croate de la ville de Mostar. Les Croates accusent directement les combattants musulmans de ce forfait. Hier à Sarajevo, 6 enfants ont été tués par des tirs de mortier. Pour l'instant, les enquêteurs de l'ONU sur place se refusent à désigner les tireurs, faute de preuves. En attendant, à Sarajevo, on ne sait comment sauver les 3 enfants qui luttent toujours contre la mort après le bombardement d'hier. François Cornet. À l'hôpital de Sarajevo, on manque de tout, comme tout le monde. Les 3 enfants qui ont échappé hier à la mort alors qu'ils jouaient à la luge dans les rues de la ville, seront-ils sauvés par des chirurgiens sans moyens face à l'urgence? S'ils ne sont pas évacués rapidement vers l'étranger, au moins 2 de ces enfants, grièvement blessés par des éclats d'obus de 82 mm, perdront leurs jambes. C'est le dernier diagnostic des médecins bosniaques. Situation dramatique et pour l'instant sans issue. Comme toujours dans la guerre, la vie, elle, essaie de reprendre ses droits. Aujourd'hui, les enfants de Sarajevo rejouent à la luge. Dans le sud-ouest de la Bosnie, à Mostar, d'autres enfants jouaient au basket dans un quartier croate de la ville. 3 ont été tués par des tirs d'artillerie, 3 autres ont été grièvement blessés. Ayant accru leur pression depuis ces dernières 24 heures sur la partie musulmane de Mostar, en multipliant leur pilonnage, les Croates ont subi aujourd'hui une contre-offensive bosniaque au cours de laquelle des enfants innocents ont une nouvelle fois été victimes de ces combats aveugles. Warren Christopher, le secrétaire d'État américain, est demain à Paris et le dossier bosniaque sera au cœur de ces discussions avec les dirigeants français. Il y a quelques jours, le secrétaire général de l'ONU a indiqué qu'il pourrait donner son feu vert à une éventuelle frappe aérienne pour protéger les casques bleus déployés dans l'ex-Yougoslavie. Cela alors que 2 ministres français, et non des moindres, messieurs Juppé et Léotard, ont publiquement critiqué ces tout derniers jours les méthodes de l'ONU. Dès demain, le général britannique Michael Rose va prendre la relève du Belge Francis Bricmont, le chef de la force-ONU, qui quitte Sarajevo sans dissimuler son amertume et ses états d'âme. Interview exclusive de nos envoyés spéciaux Jean-Jacques Le Garec, Cyril Pécheric. Remise de médaille sur une patinoire qui fut olympique. Mais ce matin, le général Bricmont est un homme bouleversé, comme toute la ville, par la folie meurtrière qui, hier encore, a terrassé 6 enfants, jouant sur les neiges de Sarajevo. J'ai passé des heures et des heures à expliquer aux belligérants et surtout aux Serbes que ces bombardements de la ville étaient inutiles d'un point de vue militaire. C'était toujours une tragédie humaine et vraiment d'un point de vue politique international, ça n'améliore certainement pas leur image à l'extérieur. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir, vous également, humilié pendant votre séjour? Oui, certainement. Je vous assure que quand vous avez... Bon, je suis quand même commandant du 1er corps, vous êtes lieutenant général, quand vous êtes arrêté à des checkpoints par des gens de 18-20 ans qui ont bu, on vous braque, vous devez attendre 30-35 minutes, vous ne savez pas pourquoi, eh bien on se sent humilié. Mais cette humiliation, je sais que tous les sous-officiers, tous les jeunes officiers qui passent à checkpoint la subissent tous les jours également. Et je crois que ça a été la raison pour laquelle le général Cotte, le 1er janvier, a fait cette déclaration. J'étais présent à ses côtés, je la partageais entièrement. Et qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous pensez de ces décisions qui sont prises de toujours écarter les généraux qui finissent entre guillemets par l'ouvrir? Vous savez, dans ma vie, j'ai toujours dit ce que je pensais. Moi, je n'ai pas arrêté comme lieutenant général. C'est peut-être vrai que certains responsables politiques et peut-être certains hauts fonctionnaires des grandes organisations n'aiment pas que nous disions ce que nous pensons. Mais je crois que dans les opérations ONU, nous sommes arrivés à un point où ce n'est plus un droit de parler, c'est un devoir. Parce que je crois que nous devons dire ce qui ne va pas, parce que ce n'est plus possible de continuer dans des conditions comme celle-ci. Et si vous aviez un mot à laisser à la population, aux habitants de Sarajevo? C'est vrai que je me sens un peu sarajevien en quittant. Et je crois que s'il y a un gouffre entre les résolutions du Conseil de sécurité et les moyens que nous avons pour les appliquer,
je crois qu'il y a un gouffre entre tous les dirigeants politiques dans ce pays et l'opinion publique. Parce que je crois que toute la population n'aspire qu'à une chose, c'est la paix, et qu'on cesse les combats. Qu'on cesse les combats d'abord, et puis peut-être qu'on discute, mais qu'on cesse les combats, c'est une guerre tout à fait inutile et que je trouve stupide. Israéliens et Palestiniens ont annoncé ce dimanche un réel déblocage des négociations sur le retrait d'Israël de la bande de Gaza et de Jéricho, des négociations qui piétinent depuis 3 mois. Un accord est d'autant plus urgent que sur le terrain, la tension monte, notamment à Gaza où les accrochages entre Palestiniens se multiplient sur fond de prolifération d'armes à feu. Reportage de notre correspondant Charles Anderlin. Le phénomène a pris des proportions sans précédent à Gaza. Alors qu'il y a seulement 3 mois, les combattants osaient à peine montrer leur armement, il n'y a presque pas aujourd'hui de défilé ou de meeting d'organisations palestiniennes sans exhibition de fusils d'assaut. Un énorme marché clandestin des armes à feu a vu le jour. Les trafiquants vendent aux organisations comme le Hamas ou le Fatah, mais aussi à des particuliers. Moi, je ne vends qu'à ceux qui défendent la société, pas aux gens qui achètent une arme pour le plaisir de se promener avec un flingue. D'où importez-vous la marchandise? Les Kalachnikovs viennent d'Égypte, tout le reste d'Israël, notamment les munitions. Un pistolet 9 mm comme celui-ci vaut 3 000 $, 18 000 francs. Un Kalachnikov, 36 000 francs. Le M16 américain très recherché se paye 66 000 francs. Avant l'accord avec Israël, il était très difficile et très dangereux d'acquérir de telles pièces. Aujourd'hui, c'est facile. Il y a beaucoup de marchandises et les Israéliens s'en fichent. Les chefs de la branche militaire du Fatah sont inquiets. Ils craignent les accidents et les affrontements interpalestiniens. Ils saisissent les armes des particuliers qui n'appartiennent à aucun mouvement. Hier, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté devant le siège de l'OLP contre les ventes d'armes et contre les affrontements fratricides. Ahmed Khilis, un des chefs du Fatah, accuse. Les autorités israéliennes ont complètement relâché le contrôle des armes. Mais Gaza ne deviendra pas un second Liban. S'il y a la paix, cela s'arrangera. Sinon, toutes ces armes se retourneront contre Israël. Seule la mise en place de l'autonomie, le déploiement rapide de la police palestinienne empêcheront Gaza de sombrer dans l'anarchie. Réaction très vive de Laurent Fabius, invité ce soir du grand jury RTL Le Monde, après la plainte pour empoisonnement déposée par un jeune hémophile contre lui-même et les 2 ministres concernés dans l'affaire du sang contaminé. En ce qui concerne les pétitions, je veux dire comment j'ai réagi, moi. Mon premier sentiment était un sentiment de choc. Parce que, bon, on se dit, pourquoi maintenant? Pourquoi si tard? On se dit, est-ce qu'il n'y a pas un esprit de corps? Puisqu'il y a beaucoup de médecins qui ont signé la pétition. On se dit, d'abord, est-ce que ça ne va pas, évidemment oui, raviver la douleur des victimes et des familles? Et donc, moi je comprends parfaitement le sentiment d'indignation, souvent, qui s'est exprimé à la suite de ces pétitions. Mais il y a autre chose qui m'a frappé, c'est que dans ces pétitions, même si elles sont distinctes, il y a de grands scientifiques, des médecins, des prix Nobel. Et même si beaucoup des arguments, je ne les admets pas, il y a une chose qui m'a frappé, parce qu'une chose seulement me paraît juste, c'est quand ils disent que la vérité scientifique telle qu'elle existe aujourd'hui, ce n'était pas du tout la même à l'époque. Ça, je crois que c'est juste. Mais c'est la seule chose que je crois juste. Invité de l'heure de vérité sur France 2, Martine Aubry, ancien ministre du Travail, s'est déclaré favorable à une représentation autonome des chômeurs, ce qui a provoqué immédiatement la colère du patron de FO, Marc Blondel. Mais on retiendra surtout de cette heure de vérité la très vive attaque de l'ancien ministre envers Édouard Balladur, accusé de ne faire que de l'électoralisme. Il a une image qui est celle que les gens attendent d'un homme politique. Il se présente comme quelqu'un d'honnête, de tolérant, d'ouvert et qui travaille pour tous les Français. Bon. Et moi je voudrais dire que les résultats ne sont pas là. On va peut-être y revenir quand même. Je voudrais dire aussi que M. Balladur, il ne fait pas ce qu'il dit. Quand il dit qu'il travaille pour tous les Français, moi je considère qu'aujourd'hui, il travaille d'abord pour lui-même. C'est d'abord un candidat à la présidence de la République. Il utilise les calendriers de l'emprunt, de la privatisation et d'ailleurs les montants en fonction de ça pour faire des grands succès populaires. Il est électoraliste pour vous. Oui, les réformes qu'il fait, les réformes importantes qu'il fait sont toutes des réformes qui vont dans le sens de son électorat. Regardez les grandes réformes structurelles. Ça a été le Code de la nationalité, les lois sur l'immigration. C'est dans le sens de ce qu'attend certainement son électorat.
La politique française toujours, avec cette jolie formule de Charles Fitterman avant le congrès du Parti communiste qui va élire cette semaine le successeur de Georges Marchais. Le chef des contestataires communistes déclare au journal du dimanche, je le cite, que sur l'échelle de Richter du changement, le séisme du 28e congrès apparaît être de magnitude 0,5. Chez les radicaux, où l'on aime bien les fins de banquet, on pourrait presque chanter Rossineau de mes amours. Le ministre de la fonction publique et par ailleurs maire de Nancy, André Rossineau, a repris ce matin la tête du parti radical, le plus vieux parti de France, qu'il avait déjà présidé de 83 à 88, avec, je cite, la volonté de constituer un pôle réformiste pour une France laïque, républicaine, tolérante et solidaire. Je vous propose maintenant de suivre les guides Antoine Cormery et Maryse Richard pour la visite du château de Valmat près de Limoges. Visite assez sidérante, vous allez le constater, car ce château, laissé à l'abandon, a été pillé dans les grandes largeurs. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Limoges. Voici Valmat, château 19e, envahi par les ronces et les mauvaises herbes. Romantique, diront certains. Mais pour les amoureux de l'histoire locale, la situation du château, littéralement pillé depuis des années, relève plutôt du pathétique. Ici, à l'endroit où nous nous trouvons, il y avait un portail en fonte bronzée, magnifique. Il a été superbement découpé, il en reste très peu. Et il faisait quand même plusieurs tonnes et 6 mètres de haut. Alors là, nous sommes au centre de la salle de bal. Cette salle de bal, au fond, il y avait un escalier qui permettait de monter au premier. Au premier étage, toute une série de balconnets entourés de la salle de bal permettaient aux spectateurs de regarder les danseurs. Il n'y a plus rien. Et la liste n'est pas close. De superbes verrières longues de 8 mètres et pesant plusieurs tonnes ont été soigneusement démontées et descendues du plafond. C'était par une nuit de novembre, un vrai travail de professionnel. Voilà cette pièce, la plus richement décorée de tout le château, pleine de dorures, de décorations somptueuses, une cheminée magnifique. Voilà ce qui reste. Voilà près de 4 ans que le château n'est plus ni habité ni gardé. Ces derniers propriétaires, qui voulaient en faire une maison de retraite, ont été mis en liquidation. Rien n'a été fait pour sauvegarder Valmat, livré à la convoitise des trafiquants. Les difficultés qui se sont posées à Valmat, ce sont des difficultés concrètes et matérielles d'une véritable présence humaine et physique à proximité du château. Vous pouvez toujours piller un château, même s'il est protégé monument historique, dès lors qu'il n'y a pas un gardiennage, une présence qui assure la protection matérielle des choses. Mais il a tout de même fallu attendre la création d'une association et une campagne de presse locale pour que les autorités culturelles se décident enfin à déclencher une procédure de classement. Reste qu'à ce jour, le château, ouvert aux 4 vents, n'est toujours pas protégé par l'État. Football avec cet après-midi les derniers matchs de 32e de finale de la Coupe de France. Plusieurs clubs professionnels et non des moindres ont été éliminés ou se sont qualifiés dans la douleur. Bref, au football comme ailleurs, il n'y a plus aucun respect de la hiérarchie, ce qui chagrine beaucoup Christophe Duchiron. Aucun respect pour la hiérarchie, les petits soldats de la Coupe de France se sont payés la tête des gradés de première division. Pau en National 1 égalise pendant les prolongations, Cuervo rate son pénalty, Saint-Étienne dépose les armes, 1 de chute. 7 National 1 bat Caen 1-0, 2 de chute. Un pénalty pour Châteauroux qui bat Angers 1-0, encore un club de National 1 qui élimine un club de Division 1. Hier pour les Canois en jaune, c'est l'adieu aux armes, sorti par Guingamp National 1, 3-2 après prolongation, rompé. Les Bastiais, comme des Bleus, Martigues battu 2-0 à domicile par une équipe de 2e division. Silence dans les rangs du Havre, battu 3-2 par Beauvais en rouge, division 2. La victoire en chantant pour Rennes, D2, qui l'emporte à Lille, 2-1. Récapitulatif, 7 clubs de D1 tombés au champ d'honneur des 32e de finale de la Coupe de France face à des équipes de division inférieure. Il y a ceux qui sont tombés, il y a ceux qui ont souffert. Marseille qui fait pourtant partie des premiers de la classe, qualification pénalty devant Brive National 1 grâce à un coup de pied de William Prunier. Montpellier s'en tire bien devant Saint-Malo, National 2. Là encore, l'épreuve des pénaltys pour départager les deux équipes. Azanovic a donné la victoire aux Montpelliérains. Récapitulatif, ceux qui en ont bavé, notamment Sochaux et Toulouse cet après-midi devant une équipe de Ligue. Les clubs de D1 en Coupe de France, c'est un peu l'armée du salut. Voilà, bravo à l'adjudant-chef Duchiron qui ne s'est manifestement pas remis de son passage à la caserne.
En Californie, décès hier d'un cancer à l'âge de 70 ans de l'acteur américain Telly Savalas, mondialement célèbre pour son interprétation du policier Kojak. Depuis, Bruno Roger-Petit se sent un peu orphelin. Un nom, un rôle, une gueule, une série. Et voilà pourquoi Telly Savalas s'appelle désormais pour l'éternité Kojak. Kojak, flic américain ayant sévi sur les écrans du monde de 1973 à 1978. Kojak, c'est un lieutenant de police new-yorkais qui a la réputation d'être cool, réputation qui colle aussi au basque de l'acteur Savalas. C'est faux. Il faut se méfier des apparences. Voyez-vous, je suis quelqu'un de très sérieux et de très consciencieux qui apprend ses rôles. Et je ne supporte pas qu'on soit en retard, par exemple. Il y a donc des rôles qui vous collent à la peau. Si Kojak est une vedette, Savalas demeure un inconnu. C'est un peu comme Emma Pell qui est aussi une vedette et Diana Rigg une inconnue. Mais avant d'être cette étoile mondialement inconnue, Kojak, enfin Telly Savalas, a joué dans 25 films, souvent des rôles de méchants. Prisonnier sadique dans Le Prisonnier d'Alcatraz ou Salopard dans Les 12 Salopards, on le remarque forcément. Dans la vie cependant, Kojak, enfin Telly Savalas, aime beaucoup sa maman. Il aime aussi beaucoup les femmes, puisqu'il se marie 4 fois. On notera également qu'il aime jouer au golf. Mais tout cela ne comptera guère pour la postérité. Seul restera un nom, un rôle, une gueule, une série, un culte, et n'ayons pas peur des mots, une série culte. Les critiques de cinéma américain apprécient surtout le cinéma américain. C'est ce qui ressort du palmarès 94 des Golden Globes, une sorte d'avant-première des Oscars qui seront décernés à Hollywood en mars. Grand triomphateur Steven Spielberg, commentaire Renaud Fessaguet. La consécration, enfin, pour l'enfant prodige d'Hollywood, reconnu par la planète mais snobé par ses pairs. Meilleur metteur en scène, meilleur film dramatique, Steven Spielberg revient, plus mûr, plus profond, avec la liste Schindler, l'histoire d'un profiteur de guerre allemand qui, pour racheter son âme, sauve des dizaines de juifs de l'Holocauste. Pour le père d'E.T., un seul problème aujourd'hui, après avoir escaladé l'imaginaire des dinosaures et la conscience des repentis de guerre, Spielberg se demande bien ce qu'il va pouvoir filmer maintenant. Le drame du sida lui permet de récompenser Tom Hanks pour son interprétation dans Philadelphia, celle d'un jeune dirigeant d'entreprise licencié parce qu'il est atteint du virus. Et comme les Golden Globes préfigurent les Oscars, on devrait reparler bientôt aussi de Robin Williams, l'ancien prof du Cercle des poètes disparus, reconverti en extravagante nounou anglaise, et d'Angela Bassett, qui campe avec bonheur Tina Turner, tous deux meilleurs acteurs comiques. Oh my God, I mean it. Thank you, thank you, thank you, God. I want to say hi, Mama, I love you. Thank my mother, my entire family. Pour les étrangers, l'exception culturelle n'était pas française hier soir, mais chinoise, avec Adieu ma concubine, sacré meilleur film fabriqué hors des studios américains. L'espace d'un instant, Hollywood a oublié la terre qui tremblait pour ne plus sentir que le frémissement de Gong Li, superbe concubine. Comme promis, nous allons retrouver notre invité, Christophe Malavoie, qui a troqué depuis 3 jours son uniforme d'officier OAS dans le film de Serge Moati, Des Feux mal éteints, pour revêtir la soutane de l'abbé de Prats, le héros de la ville dont le prince est un enfant, la célèbre pièce d'Henri de Monterland, une pièce autobiographique qui raconte une histoire trouble d'amitié particulière dans un collège religieux où l'on verra le prêtre commettre une injustice par excès de passion. Avant de retrouver Christophe Malavoie en direct de sa loge du Théâtre Hébertot, voyons tout de suite un court extrait. Et à la scola, ça ne va pas fort, hein? Vous avez une jolie voix et vous arrivez à cacher même cela par votre attitude dans la maîtrise. Cela vous coûte donc beaucoup d'être poli avec vos professeurs? Oui, oui, ça me coûte beaucoup. Et vos mains pleines d'encre. Toujours vos petits pattes chaudes et sales, des encres de toutes les couleurs, une palette. Et jusque sur la figure, et jamais peigné, jamais. Tenez, regardez, vous voyez bien qu'il y a des cheveux dedans. Vous savez, vous lavez les mains et la figure à la fontaine avant de rentrer en études. Je ne veux pas qu'on vous voie ainsi. Est-ce que votre mouchoir est propre? Oh, pas trop. Plein d'encre de stylo, bien entendu. Attendez. J'ai ici du linge des internes. Voici un mouchoir propre. Vous le rendrez à la sortie de l'étude. Mais ne dites à personne que je vous ai prêté un mouchoir d'un de vos camarades. Ça fait encore des histoires. Hein. Non, non, merci, monsieur l'abbé. Vous ne suez pas trop avec ce chandail. J'ai remarqué qu'aux premières chaleurs, les enfants suent sous le chandail de l'hiver pas encore enlevé. Et alors, c'est le rhume réfréné tout l'hiver. Mais non, je suis pas trop.
Et ne buvez pas des litres à la fontaine. À quelques moments qu'on lève les yeux dans ce collège, on voit un garçon qui est à boire à la fontaine. Je n'ai jamais connu un collège aussi altéré. C'est nos études qui nous donnent soif. Moi, toujours avoir peur pour vous. Pour vous, pour qui vos parents n'ont pas peur. Peur quand le temps fraîchit trop vite, peur quand vous passez vos examens. Et vous, qui répondez si mal. Père Malavoie, bonsoir. Depuis 3 ans, Bonsoir, vous avez montré une volonté tout à fait obstinée d'interpréter ce rôle. Est-ce à cause du thème ou à cause de la beauté du texte de Monterland, ou les deux? Moi, je crois que la beauté du texte de Monterland, oui, c'est quelque chose de très puissant, de très fort, de très bouleversant, de très émouvant. Donc c'est l'émotion qui m'a guidé dans le choix de cette pièce. Et aussi la complexité du personnage, sa perversité. C'est un homme révolté. Donc c'est un homme qui se révolte, qui dénonce l'hypocrisie d'une certaine morale religieuse, qui dénonce aussi un certain système éducatif. C'est un homme passionné, aveuglé par l'amour, par l'affection qu'il voue comme ça pour un jeune élève, et qui commet la pire des actions de renvoyer un autre élève avec une injustice terrible. Mais je crois que au théâtre, c'est le plaisir, je crois, le plaisir de jouer un beau texte et de pouvoir surfer comme ça sur un texte absolument sublime. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans la soutane? Eh bien, écoutez, je me sens assez à l'aise. Je crois que pendant les répétitions, il y a eu un petit moment d'adaptation qui n'a pas été facile. Mais vous devriez l'essayer pour présenter votre journal, vous verrez. Je m'en garderai bien. Vous consommez, si j'ose dire, 4 garçons, 4 jeunes garçons, parce qu'il faut que ces jeunes gens aillent à l'école et ne peuvent pas être là tous les soirs. Ça vous a contraint à des quadruples répétitions. C'est un peu compliqué, ça? C'était un peu compliqué, oui, parce que c'est vrai qu'on joue donc en alternance avec 4 enfants différents tous les soirs, mais je crois que c'est aussi ce qui donne la santé à ce spectacle, d'être remis en question et en cause tous les soirs par 4 comédiens différents. Et ça donne une spontanéité qui est renouvelée chaque jour. Et je dois dire que je suis particulièrement étonné de leur talent à 14 ans de pouvoir jouer et de tenir un rôle qui est très 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 important. La pièce repose aussi sur leurs épaules. Précisément, on m'a dit que vous étiez très exigeant pendant les répétitions. Je crois que l'exigence, elle vient aussi de ma part, mais de tout le monde, et surtout du metteur en scène, Pierre Boutron, qui a fait un travail absolument admirable sur cette pièce. Je ne me serais pas aventuré sur cette pièce si je n'avais pas eu le sentiment d'être épaulé et d'avoir aussi la confiance d'un œil dont je suis sûr, d'un homme de théâtre, Pierre Boutron, qui nous a fait faire un travail absolument magnifique et qui donne aujourd'hui l'occasion à des salles pleines, comme ce soir, d'être bouleversé par la pièce. Christophe Malavoie, en tant que citoyen, vous êtes très très concerné par les problèmes d'éducation. Est-ce que par exemple vous êtes allé manifester dimanche dernier? Et que feriez-vous si par hasard vous étiez ministre de l'Éducation? Si j'étais ministre de l'Éducation, je crois que j'ouvrirais un grand débat qu'on attend tous. On a espéré depuis de longues années. On espère toujours de grands débats sur l'éducation, que chacun apporte ses idées. Je crois qu'aujourd'hui, on en a assez d'entendre des dates scolaires qui changent, quoi. Quelles sont les réformes qui ont été prises depuis de longues années? On n'en voit aucune. On voit beaucoup de discours, on voit beaucoup de réunions, et finalement, qu'est-ce qu'il en sort? Pas grand-chose. Je crois que les choses n'ont pas beaucoup changé. En tout cas, moi, quand j'étais à l'école et quand mes enfants y sont aujourd'hui, la différence est assez minime. Alors, on repeint des couloirs, on change la date des vacances scolaires, on fait des choses comme ça, mais rien n'a changé. Quand on voit la pièce aujourd'hui qui a été écrite entre les deux guerres, on s'aperçoit que finalement aussi les choses n'ont pas beaucoup changé. Toute dernière question, Christophe Malavoie, vous n'avez jamais travaillé avec Jean-Louis Barrault. Est-ce que pour vous c'est un modèle, une référence, autre chose? Jean-Louis Barrault, c'est une vie consacrée au théâtre, avec tout ce que ça comporte comme succès, comme échec, comme âpreté, comme dureté et comme beauté, je crois. Le théâtre, c'est un grand plaisir, mais c'était aussi quelque chose de très difficile. Et c'est une légende, Jean-Louis Barrault. Merci beaucoup, Christophe Malavoie. Je rappelle que on peut vous retrouver tous les soirs au Théâtre Hébertot. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir. Avant de vous souhaiter une très très bonne soirée à l'écoute de nos programmes, de bien belles images que l'on aimerait voir plus souvent à Copenhague après la clôture des championnats d'Europe de patinage. C'était aujourd'hui ce que l'on appelle les exhibitions. Les concurrents peuvent s'éclater sans redouter les chutes ou les mauvaises notes. Et vous le voyez, Surya Bounali ne s'en est pas privé.
Bravo Soria Bonali pour la 4e fois championne d'Europe de patinage. La prochaine fois, elle pourrait essayer la musique militaire, chère à Christophe Duchiron. Bon anniversaire à Jeanne Moreau, je ne vous dirai pas son âge, et à Caroline de Monaco, 37 ans aujourd'hui. Dernier journal, un peu avant 1h du matin, en compagnie de Catherine Sellac. Demain, 7h50, Gérard Leclerc recevra Anicet Le Pors, ancien ministre communiste, avant bien sûr le 28e congrès du Parti communiste. Demain à 20h, vous retrouverez Paul Amar. Dans un instant, Nathalie Rioué, qui va vous annoncer avec son grand sourire un nouveau lundi Mossad. Excellente soirée, merci.